C'est parti. Oups, ça commence bien. Et voilà. Bon, je vais quand même me chronométrer, mais bon, même si ça sert à rien. On va faire ça pour toi, t'inquiète pas. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, je sais que je serai largement au-dessus avec les démos et tout. Je sais que je serai pas dans le temps, donc mais j'ai refait des répétitions, ça devrait pas mal. Bienvenue à une session que j'ai intitulée Java 9 audio et modules. Alors, comme vous voyez, c'est celle que je donne à Devox dans 36 heures maintenant, plus ou moins. L'échéance approche. On va parler un petit peu de Java 9, en tout cas d'un petit morceau de Java 9, parce que le gros morceau de Java 9, c'est quand même les modules, le projet Jigsaw, d'accord, qui apporte tout un système modulaire. Alors, on peut lui trouver plein de défauts à ce système, en tout cas, il aura l'intérêt d'être natif et d'être intégré dans la plateforme, avec toutes les contraintes que ça va induire, notamment un certain nombre de ruptures sur la visibilité. Les classes publiques, où toutes les autres classes du ClassPass pouvaient accéder, maintenant ça sera terminé, par exemple. En termes d'accessibilité aussi, on pouvait accéder aux variables privées assez facilement avec l'API introspection. Là maintenant c'est terminé, en tout cas pas sans faire certaines choses. Plus forcément, vu qu'on parle module, on parle aussi organisation du code. Donc il y a quand même pas mal de choses qui vont changer, et puis l'ajout d'un mode de compatibilité qui va vous permettre de mixer, tant bien que mal, les modules et ClassPass. Mais Java 9 c'est quand même pas mal d'autres choses. Alors souvent quand on parle d'une nouvelle version de Java, on regarde surtout ce qui change au niveau du langage et surtout au niveau des API. Mais finalement, une nouvelle version de Java, c'est aussi et surtout des changements dans la plateforme et dans la JVM. Si on change uniquement de version de Java pour des questions de langage ou d'API, on ne fait pas le bon choix. Il y a plein de choses qui arrivent dans une nouvelle version de Java, et notamment au niveau de la JVM, plus là ce coup-ci aussi au niveau de la plateforme, donc on va voir un petit peu tout ça. C'est quand même un gros morceau, hein. Alors comme d'habitude, il y a une spécification, la JSR 379, il y a d'autres JSR pour tout le système de modules, et puis il y a quand même 89 JEP. Les JEP, JDK Enhancement Process, qui sont des évolutions mineures, alors qui ne nécessitent pas forcément de spécifications, mais qui nécessitent quand même du travail. Et forcément, comme j'ai à peu près que 40 minutes, ou en tout cas, jeudi, j'aurai que 40 minutes, il a fallu que j'en choisisse quelques-unes. Bon, ça, je vais vous le passer rapidement, parce que tout le monde me connaît. Oui. Hein, bon, si, on va faire un peu de pub quand même. Alors, donc, je suis Jean-Michel Doudou, je suis directeur technique chez Oxane Luxembourg. Je suis connu parce que j'ai un gros didacticiel de 3400 pages qui est diffusé en français gratuitement sur le web. Et puis comme j'ai fait aussi plein de choses dans différentes jugs, il y a quelques années j'ai été élu Java champion. Alors de quoi on va parler? De quelques petits changements mineurs dans le langage, parce qu'il y en a quand même avec Java 9, alors c'est pas aussi révolutionnaire qu'avec Java 8. Je ne pas le portable, il faut les éteindre. De nouvelles API, des évolutions dans les API existantes forcément, des mises à jour dans les outils du JDK, il y a quand même pas mal de choses qui changent, des améliorations dans les JVM, il y en a aussi beaucoup. Le support de standard, on se plaint souvent que Java est un peu en retard, on verra qu'il y a quelques supports de standard quand même qui sont proposés, des fonctionnalités diverses, des fonctionnalités deprecated ou retirées, et malheureusement un certain nombre de fonctionnalités qui sont reportées ultérieurement, en tout cas dans une version ultérieure de Java malheureusement. Alors, des petits changements dans le langage. On en a 5. Il y en a 3 qui sont issus historiquement d'un reliquat du projet Coin, issu de Java 7, qui pour des raisons de temps n'avait pas été introduite. Donc là, elles sont livrées maintenant dans Java 9. La possibilité d'utiliser des varargs, la notation add-vararg sur des méthodes privées. L'utilisation de l'opérateur diamant sur des classes anonymes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et une amélioration dans l'utilisation du try use resources. Et puis on a deux autres petites améliorations. Alors il y en a une, je ne sais pas si c'est une amélioration, mais le caractère underscore ne peut plus être utilisé comme un identifiant. Ça devient un mot-clé réservé du langage. Et puis on peut mettre des méthodes privées dans les interfaces. Juste comme ça en aparté, qui fait du Java 8 quotidiennement? Quotidiennement ça chute déjà. Ouais. Le problème c'est que forcément Java 9 se base sur Java 8. Donc on parlera de certaines choses, des streams, des optionales, forcément. Alors, le try use resources, il a été introduit en Java 7. Le grand malheur, c'est qu'en fait, on est obligé de redéclarer une nouvelle variable. D'accord? Et c'est cette variable-là qui va être gérée dans le try, et notamment sa méthode close qui va être invoquée dans le finally avec une gestion. Donc effectivement, ici, même si on passe, par exemple ici un file input stream, on est obligé de redéfinir dans le try un file input stream et le réaffecter à une nouvelle variable. Et c'est cette variable-là qui va être gérée. Donc c'était un petit peu fastidieux. Et bien en Java 9, si la variable est finale ou explicitement finale, on va pouvoir l'utiliser directement sans créer de nouvelle instance. Ce qui fait qu'effectivement, c'est un petit peu plus simple dans la syntaxe. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais bon, ça évitera toujours d'avoir à déclarer une variable supplémentaire.
Ça veut dire quoi, effectivement final? Alors là, il faut avoir fait du Java 8. Effectivement final, c'est si tu mets pas le mot-clé final et que tu le rajoutes, ça compile toujours de la même manière. En clair, c'est une variable que tu ne changes pas. C'est simplement la suite du code qui fait que... Pour te donner une idée, avant, quand tu faisais une classe interne, quand tu voulais accéder à un membre de ta classe englobante, tu étais obligé de le mettre final, en tout cas jusqu'à Java 7. D'accord? À partir de Java 8, si cette variable-là, tu ne changes pas sa valeur ou sa référence, si c'est un objet, forcément, tu n'es pas obligé de la déclarer finale et tu peux quand même y avoir accès. Le compilateur, il vérifie effectivement que la valeur ne change pas et c'est ça une variable effectivement finale. Ça a été introduit notamment pour permettre plus facilement au lambda d'accéder à son contexte englobant. D'accord? Donc ça, c'est une notion qui n'est pas du tout Java 9, c'est une notion qui est Java 8. Hein, mais l'idée, c'est que tu n'es plus obligé de mettre final, mais les variables effectivement finales, si tu rajoutes final, ça continue à compiler. Forcément, si tu mets final et que tu changes la valeur, ça ne compilera plus. D'accord? On va faire déraper mon temps, toi, hein? Non, il n'y a pas de souci. Non, mais de toute façon, je n'ai pas l'intention de me chronométrer. Donc, ouais, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, il faut y aller, je ne me chronomètre pas. Donc. Alors, autre chose, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas utiliser l'opérateur diamant dans la déclaration de classe anonyme. D'accord? Typiquement, on ne pouvait pas faire ça. Bah, maintenant, avec Java 9, on peut. Alors, il y a quand même une restriction, c'est qu'il faut que le compilateur soit capable d'inférer le type. Typiquement, si je prends une petite classe qui wrap simplement un objet de type T, je peux très bien écrire une fabrique qui me renvoie un objet de type T, et ici le compilateur il est capable d'inférer que mon contenu c'est effectivement un contenu de type T. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser l'opérateur diamant. Par contre, dans ce cas-là, on ne peut pas. On ne peut pas parce que là, le compilateur, là il lui faudrait une grosse mécanique, donc là on est quand même ici obligé de repréciser explicitement le type générique. On ne peut pas utiliser l'opérateur diamant parce que le compilateur ici, il sera incapable d'inférer le type correctement. Donc là, dans ce cas-là, il faut vraiment continuer à lui préciser, comme c'était le cas avant. La notation Hatzef-Vararg, jusqu'à maintenant, elle était limitée dans son utilisation. Pourquoi? Parce que les annotations, elles sont héritées uniquement sur des classes. D'accord? Donc, n'étant héritées que sur des classes, on ne pouvait utiliser la notation Hatzef-Vararg que sur des méthodes finales, statiques et des constructeurs. En clair, des méthodes dont on n'hérite pas. Alors ne me demandez pas pourquoi on ne pouvait pas le faire avant, mais maintenant avec Java 9, on peut aussi l'utiliser sur des variables privées, dont on n'hérite pas non plus forcément. Si on la redéfinit, ce sera une redéfinition. Et si on l'utilise dans les autres cas, comme d'habitude, on a une erreur à la compilation, si ce n'est qu'effectivement maintenant on peut le mettre aussi sur des méthodes privées. On peut maintenant mettre des méthodes privées dans les interfaces. L'idée c'est de pouvoir partager du code sans rompre l'encapsulation. Alors d'aujourd'hui, vous avez deux méthodes par défaut. Ces deux méthodes par défaut veulent invoquer une autre méthode. Vous êtes obligé de la mettre publique. Par défaut et public. C'est très embêtant. Ça rompt l'encapsulation. Donc là, on peut, maintenant avec Java 9, rajouter des méthodes privées dans les interfaces. Alors bien sûr, et ça a vraiment du sens, on ne peut pas déclarer privé des méthodes par défaut ou des méthodes abstraites. Forcément, ça n'a pas de sens de mettre une méthode par défaut privée, puisque le but c'est quand même que si on ne l'implémente pas, les méthodes qui implémentent l'interface récupèrent l'implémentation par défaut. Et pour les méthodes abstraites, bah forcément, on force à redéfinir. D'accord? Donc à l'heure d'aujourd'hui, on peut mettre privé que sur des méthodes statiques ou sur des méthodes dont on fournit une implémentation. Identifiant underscore, jusqu'à maintenant on pouvait l'utiliser, hein, c'était un identifiant tout à fait valide, il n'y a pas de souci. Alors à partir de Java 8, il y avait deux choses. On avait un warning à la compilation qui prévenait quand même qu'il ne fallait plus faire ça. D'accord? Ça restait qu'un warning. Alors, il y a quand même une erreur si jamais vous utilisez l'underscore dans les paramètres d'une lambda. En Java 8, ça ne compile pas. Et bien maintenant en Java 9, ça ne compile plus du tout, quel que soit le cas. Pourquoi? Parce qu'il réserve le mot-clé, ou en tout cas underscore devient un mot-clé qui va être utilisé dans Java 10, notamment effectivement au niveau des lambdas. Donc on ne peut plus utiliser l'identifiant underscore, juste underscore. Une question? Non. Je vois pas, tu lèves la main. Non, je mets la main derrière la tête. D'accord, ok. Alors, bon, rien de révolutionnaire hein, sur ces petites évolutions dans le langage, là, bon, mais voilà, c'est toujours des petites choses un peu sympas quand même. Au niveau des nouvelles API, on a une API Stack Walking API. L'idée c'est quoi? C'est que finalement on développe en architecture en couche.
on utilise plein de frameworks, et finalement on se retrouve avec des stack traces qui sont monstrueuses. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ces stack traces-là? Généralement, c'est que nos classes à nous, en tout cas la plupart du temps. Alors on pouvait faire des choses pour filtrer, pour récupérer toute la stack. Le seul problème, c'est qu'il était obligé de récupérer l'intégralité de la stack pour pouvoir après la filtrer. Et bien maintenant, on a une API pour ça, issue de la JEP 259, qui va nous permettre de parcourir, filtrer et accéder aux informations des stack traces. Pour ça, on a une interface stack trace incluse dans la classe stack walker, qui encapsule en fait des informations sur une frame de la stack. Alors il y a un certain nombre de méthodes qui permettent de récupérer des informations, le nom de la classe, le nom de la méthode, le numéro de la ligne, un certain nombre d'informations. Et on a une classe RedSafe Stack Walker qui possède plusieurs fabriques statiques qui vont nous permettre de récupérer une instance et qui va nous permettre au travers de la méthode walk, qui attend en paramètre une fonction qui va agir sur un stream de type Stack Walker, on va pouvoir filtrer ou travailler en tout cas sur les frames d'une stack pour ne garder par exemple que celles qui nous intéressent. Donc typiquement ici il y a un petit exemple, alors c'est du Java 8, pour ceux qui n'ont jamais fait de streams et de lambda ça va être un peu compliqué, mais c'est du Java maintenant. En fait on récupère en fait toutes les stack frames. De ces stack frames là je récupère le nom de la classe, point, le nom de la méthode, deux points, le numéro de la ligne. Et derrière, je filtre pour ne garder que celles qui commencent par le package comme .jmdoodoo et je limite aux 10 premières que je vais trouver. Et je renvoie le tout dans une collection. Ce qui me permet d'une manière assez simple d'avoir une méthode qui me donne effectivement juste les 10 premières lignes de ma stack qui ne concernent que le package comme .jmdoodoo quelque chose. L'intérêt de ça aussi par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, c'est que comme c'est un stream, c'est lazy. Donc dès qu'on a les 10, il s'arrête, il ne parcourt plus la stack. Alors bien sûr, après on met ce qu'on veut ici, il n'y a pas de souci, c'est un stream. Ah, ça ne va pas faire plaisir à grand monde, mais il y a des évolutions aussi pour s'intégrer, ou en tout cas avoir une meilleure intégration au niveau du desktop. Pourquoi ils ont fait ça? Essentiellement pour fournir des fonctionnalités communes qui étaient fournies par certaines implémentations, notamment sur Mac. On avait des choses spécifiques dans la JVM d'une Mac pour interagir avec le desktop. Et bien finalement, maintenant, il y a une API qui permet, dans la JEP 272, d'enrichir les possibilités d'interaction avec le système hôte, notamment au niveau du bureau, de la barre de tâches et des événements. Alors c'est vrai que c'est plus trop la tendance, mais ça pourra revenir, l'informatique c'est un éternel recommencement. Donc on a un nouveau package, Java AW Desktop, dans le module, puisque maintenant on a des modules, java.desktop, et on a un certain nombre de méthodes qui ont été rajoutées dans la classe desktop pour arriver à faire ces interactions. On peut notamment récupérer aussi des événements du système, ça peut être sympa, et de maintenant de manière vraiment native, en tout cas implémentée par la JVM elle-même. Alors bien sûr, toutes les fonctionnalités ne sont pas forcément supportées, en tout cas sur toutes les plateformes. On a aussi une nouvelle API, la Flow API, qui finalement c'est un ensemble minimaliste de 4 interfaces et classes, il n'y a pas d'implème, c'est vraiment que des interfaces, pour permettre de mettre en œuvre les reactive streams. Ça va venir très fort, si vous vous intéressez à Spring 5 par exemple, ils sont en train de mettre ça partout. En tout cas à un certain nombre d'endroits. Attention, c'est pas rien à voir avec les streams de Java 8. C'est quelque chose de complètement différent. C'est un mécanisme de type publication-souscription de manière asynchrone. Alors historiquement, comment on faisait ça? Généralement, on avait des queues. On a des queues avec tout ce que ça implique en termes d'attente, en termes de synchronisation, en termes de gestion du back pressure, un certain nombre de choses comme ça. Et finalement, l'idée c'est quoi? C'est de consommer des éléments au fur et à mesure qu'ils sont produits. Quand on a une queue, on peut très bien se retrouver dans une situation où on a un producer qui crée plein d'éléments. Ça s'empile, et le consommateur il a un peu de mal à les consommer. Et du coup, il faut inventer des mécanismes pour essayer de freiner un petit peu, tant bien que mal, le producer. Et bien là, on inverse un peu les rôles. L'idée, c'est que ça va être le souscripteur qui va demander à celui qui est le producteur de lui donner l'élément suivant pour qu'il puisse le traiter. Donc on inverse le processus. C'est plus le producteur qui envoie les éléments dans une queue, c'est simplement le consommateur qui va demander au producer de fournir les éléments. Alors ça va faire sûrement plaisir à Jeff, mais en tout cas on pourrait voir ça de manière de très haut niveau comme une combinaison des patterns itérateurs et observeurs dans une même entité. En termes d'interface, qu'est-ce qu'on a? On a une interface producer qui n'a qu'une seule méthode, subscribe, qui va en fait enregistrer le subscriber.
On a un subscriber qui va permettre de consommer les éléments d'un producteur avec 4 méthodes. OnNext pour lui fournir un élément. OnComplete, ça y est, j'ai terminé, j'ai plus d'éléments à te fournir, c'est fini. OnThrowable, si jamais le producer il a une erreur, au moins pour informer le consommateur qu'il y a un souci. Et puis on a une méthode OnSubscribe qu'on appelle au début en lui passant une subscription pour arriver à configurer un certain nombre de choses. Cette interface subscription, en fait, elle gère la communication, ou en tout cas, elle configure la communication entre le producer et le consommateur. Notamment, elle peut permettre d'arrêter, à un moment donné, si le subscriber veut dire, bah non, arrête, moi je peux plus là. On a une méthode cancel, et puis on a aussi une méthode request qui, à l'initialisation, permet de demander déjà un certain nombre d'éléments au producteur. Et puis, la quatrième interface, c'est l'interface processor. L'idée, ça va être de pouvoir transformer un flux vers un autre. Donc en fait, elle s'intercale entre un producer et un consommateur, parce qu'elle est elle-même producteur et consommateur. Donc elle va consommer les choses d'un producteur, elle devient elle-même producteur pour un autre consommateur. L'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, ça implémente déjà nativement un mécanisme de type back pressure. Et ça, c'est vraiment intéressant par rapport à d'autres solutions comme les queues. Et ça consomme aussi beaucoup moins de ressources, notamment en termes de synchronisation et d'attente CPU. Donc c'est vraiment des choses qui commencent à arriver de plus en plus pour ceux qui font du Eric Java, des choses comme ça. On trouve assez facilement maintenant ce genre de choses. Là, maintenant, il y a une API pour ça qui est standardisée. J'ai une petite démo. Vous voyez tout ou pas? Ouais, c'est juste. Je vais regarder comme ça. Hop. Alors j'ai juste deux classes, j'ai un producteur et un consommateur. Là ici, c'est le consommateur, donc il implémente mon interface subscriber. On retrouve les différentes méthodes, OnNext notamment, c'est la méthode qui va être invoquée quand il y a un élément à consommer. Là je l'affiche simplement, et puis je demande à donner l'élément suivant. Je gère simplement les erreurs, si j'ai une erreur, j'affiche la stack, je ne m'embête pas trop. Une fois que c'est terminé, j'affiche simplement c'est terminé. Alors c'est une implémentation basique, hein. Et puis effectivement, on a cette méthode initiale, onSubscribe, qui nous permet de recevoir une souscription du producer et qui nous permet d'initialiser en fait la première demande. Je veux au moins un élément. Donc côté souscription, c'est assez simple, on n'a pas énormément de choses. Alors bien sûr, avec cette souscription, par exemple, on pourrait à un moment donné canceller ou demander l'arrêt au producer de produire des éléments. Au niveau du publisher, c'est à peine plus compliqué. Je définis ici une instance de type submission publisher. J'enregistre, je crée une instance de mon subscriber, je l'enregistre avec la méthode subscribe. Et puis finalement, je vais utiliser un stream ici basique avec quelques éléments. J'itère dessus avec un for each. Je mets un temps d'attente de plus ou moins entre 0 et 2 secondes, histoire que ça évolue pas trop de manière linéaire. Et puis j'invoque simplement la méthode submit sur mon publisher. Et au fur et à mesure que les éléments sont consommés, ils sont processés par mon consommateur. Et une fois que c'est terminé, il affiche bien effectivement que c'est terminé. Donc c'est une API relativement simple, mais qui est quand même implémentée par pas mal de choses, notamment Eric Java. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'API qui se... Enfin, la prochaine grande tendance, ça ne sera pas forcément le fonctionnel, ça sera aussi le réactive. Et pas que côté JS, côté Java. Le but c'est de remplacer Eric Java? Non, le but c'est pas de le remplacer. La bonne preuve c'est qu'il n'y a que des interfaces. Par contre, le but c'est que eux reposent sur ces interfaces-là. D'accord. Il n'y a pas d'implémentation, hein. L'implémentation, tu es obligé de la fournir toi. Ou alors effectivement, après il faut utiliser Eric Java. Alors, bien sûr, Eric Java il propose plein de fonctionnalités supplémentaires par rapport à ça. Ah non, le but c'est pas du tout de remplacer. Hein. C'est juste de standardiser une API. Tu vois bien, avec 4 interfaces, avec 4 méthodes, enfin... C'est pas ça qui va remplacer Eric Java sur le coup. Hein. Mais l'idée c'était quand même pour de standardiser un petit peu et que cette API-là soit... que toute API qui se dise réactive s'appuie en tout cas au moins sur ces interfaces-là, voire éventuellement d'autres. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Et l'idée c'est qu'il y ait un tronc commun. Après le but c'est toujours un peu le but ultime, hein, c'est de se dire tiens je prends une autre implème. Bon, même si ça reste souvent très, très théorique. Ok, dans les évolutions, parce qu'on a aussi pas mal d'évolutions dans les API, au niveau de l'API process, dans la JEP 102, on a des choses sympas. La gestion des processus en Java, ça a toujours été une plaie, parce que c'était très limité.
Avant Java 5, on n'avait que la méthode exec de runtime, qui était assez basique. À partir de Java 5, on a une nouvelle classe qui s'appelle Process Builder, voilà, qui nous permet de plus facilement créer un processus et surtout de pouvoir rediriger ou intercepter les entrées-sorties de ces process. Mais par exemple, quand on voulait récupérer le processus courant, des informations sur le processus, ben, il n'y avait rien, en tout cas rien de standard. Alors, il y a plein de bidouilles pour le faire. Soit exécuter une commande native, soit aller chercher des infos dans JMX, enfin, on avait des trucs un petit peu bizarres. Et ben, à partir de Java 9, ils ont enrichi l'API avec une interface qui s'appelle Process Handler. Alors c'est bien une interface, hein. Ça sera à la JVM de fournir l'implem, forcément, puisque c'est quand même très très bas niveau, donc ça dépend quand même du système. Avec un certain nombre de méthodes, notamment une méthode statique courante qui nous permet de récupérer le PID de la JVM. Et non seulement le PID de la JVM, mais aussi un certain nombre d'infos. Grâce à la méthode info, on récupère un certain nombre d'informations sur le processus, qu'il a lancé, depuis quand, un certain nombre d'informations. On peut aussi demander à arrêter un process avec des méthodes destroy et destroy forcibly. Alors bien sûr, ça ne bypasse pas vos droits sur l'OS, ça reste qu'une demande, l'OS pourra très bien vous la refuser. On peut obtenir la liste de tous les processus, l'équivalent d'un ps-ef, avec all processes. On peut aussi récupérer tous les processus fils avec children et descendante. Et puis, pour des questions de compatibilité, ils ont introduit la méthode toHandle de Process Builder qui nous permet effectivement d'obtenir un Process Handler pour récupérer, ou en tout cas pour pouvoir manipuler le process qui aura été lancé par le Process Builder et obtenir de nouveau toutes ces informations-là. Et puis, dernier truc qu'ils ont rajouté qui peut être sympa aussi, c'est bien de lancer un processus, mais maintenant on a une API pour lancer des traitements une fois que le processus se termine. Donc un processus qui est lancé dans la JVM, on pourra très bien lui associer des traitements spécifiques à exécuter une fois que le processus se termine. Deux façons de le faire, soit en utilisant la méthode onExist de ProcessHandler, qui renvoie à une completable feature de ProcessHandler. Et sinon, pareil pour des questions de compatibilité, on a aussi une méthode onExist de la méthode un peu historique pour gérer les processus en Java, process. Et du coup, on récupère un compatible feature de process. Attention, l'OS peut vous restreindre. Typiquement, quand vous demandez à terminer un processus, si vous n'êtes pas root sur l'OS et que vous demandez la terminaison d'un processus root, forcément, ça ne se fera pas. D'accord ? Donc effectivement, ça ne bypasse pas du tout tout l'aspect accessibilité de l'OS. Et puis, il peut aussi, l'OS, vous restreindre sur la gestion de certains processus. Ah, petite démo. Alors, qu'est-ce que je fais? Je récupère simplement la JVM, en fait, le processus courant. Je récupère des infos et j'affiche un certain nombre d'informations, les arguments qui nous sont passés, la commande qui a été utilisée, qui l'a démarré, ici le temps CPU consommé et le timestamp de démarrage. Vous voyez au passage aussi qu'il y en a certaines qui renvoient des optionnels, notamment quand il y a des get. Alors là, je ne gère pas le fait, il y a toujours une valeur, on espère en tout cas, ou j'espère. On peut aussi obtenir la liste de tous les processus qui tournent sur la machine, d'accord? Alors là, je joue un petit peu avec les streams, parce que comme ça renvoie un stream, je vais filtrer pour ne garder que les process, les JVM sans fenêtre. Donc typiquement, normalement, je vais me trouver au moins mon Eclipse et je vais trouver au moins la JVM qui est lancée pour exécuter mon code. Et puis sur le dernier point, je crée un nouveau processus en fait qui va simplement lancer une JVM et qui va afficher son numéro de version, donc un Java-version, quelque chose d'assez basique. Je redirige en fait le flux pour qu'il me le donne et je vais associer à ce processus-là un traitement à la fin de son exécution, typiquement avec le onExit. Je vais pouvoir récupérer un compatible feature et pour l'implémenter, pour faire un certain nombre de choses. Et notamment ici indiquer, alors on peut faire tout ce qu'on veut, mais j'indique simplement que mon processus est stoppé. Et puis ici, ouais, j'ai un petit filtre simplement pour arriver, oups, et ces licences c'est bien des fois. J'ai un petit filtre qui me permet de garder que les applications qui tournent. Si j'exécute ça, donc je récupère un certain nombre d'informations, ici le PID, j'obtiens un certain nombre d'informations, qui est le user qui l'a lancé, depuis combien de temps, alors ça utilise l'API DateTime de Java 8, l'heure de démarrage, comme je n'ai pas précisé de format, c'est de l'ISO,
Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai pas de ligne de commande. Donc mon optional, il a fait la partie else, où je renvoie trois petits points d'interrogation. Et puis on a effectivement la commande qui a été lancée pour exécuter le code. Ici j'en ai 3, je dois avoir une autre JVM qui tourne. Là ici je récupère, alors j'affiche simplement le nom, mais on pourrait récupérer de la même manière les informations. Je vois que j'ai 3 JVM qui tournent sur ma machine. Et puis ici, je lance mon processus pour mon Java-version. On voit qu'ici, effectivement, il intercepte et je récupère le flux. Et puis ici, au moment où le processus s'arrête, il affiche bien le traitement que je lui ai demandé d'exécuter sur le completable feature. Bon, c'est pareil, c'est pas révolutionnaire, mais avant, quand on voulait faire ça, c'était chiant. Il fallait faire des bidouilles. Et en plus, des bidouilles qui dépendaient de l'OS. Quelque chose aussi dans la JEP 269, on a maintenant des fabriques pour créer des collections immuables. Le souci, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour faire ce genre de choses, on n'a pas de solution simple. Alors on a la solution un peu historique, où je crée une collection, ici un set, j'ajoute mes différents éléments, et forcément j'invoque la méthode onModifiedSet de collection pour obtenir. Bon, c'est assez verbeux. On peut aussi, alors c'est encore plus bizarre, on peut aussi utiliser le constructeur qui attend une autre collection en paramètres et utiliser une liste, ou en tout cas la méthode asList de Arez avec les différents éléments pour créer les différents éléments. Donc c'est un petit peu moins verbeux, mais ça reste quand même bizarre pour créer une collection de devoir créer une collection d'un autre type. On peut utiliser les doubles accolades, les doubles requêtes aussi, ça va créer une classe anonyme interne, c'est pas forcément beaucoup plus verbeux et pas forcément beaucoup plus lisible. Et puis depuis Java 8, on peut aussi utiliser des streams, mais c'est pareil, ça reste quand même assez verbeux. Donc l'idée c'est quoi de cette JEP? C'est de fournir des fabriques statiques dans les interfaces list, set et map, pour pallier au fait qu'on n'ait pas de syntaxe littérale pour créer des collections immuables. Et ça c'est important, toutes les collections qui vont être créées par ces fabriques statiques seront immuables. Du coup on a 12 surcharges d'une méthode qui s'appelle off, pour 0, 1 ou plusieurs éléments. Et du coup maintenant si on veut créer une collection immuable par exemple de type set, il suffit simplement de faire ça. Donc effectivement on est sur une syntaxe qui est quand même assez concise, alors dans d'autres langages on trouve des choses encore plus simples, mais n'ayant pas de syntaxe dédiée, je pense que c'est un peu difficile de faire plus simple. Petite contrainte, parce qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes sur les instances qu'on obtient. On n'a pas la main sur l'implémentation qui est retournée. C'est forcément une implémentation qui est fournie par Java 9, et en plus c'est des classes internes statiques de la classe Java Util Immutable Collection. Donc on n'a pas la main sur le type qui va nous être retourné, c'est un set ou une liste. On n'a pas la main sur l'implème. Ce sont des value base, elles sont serialisables si tous les éléments qu'elles contiennent sont serialisables. Et il y a deux contraintes fortes, dans un list et un set, vous ne pouvez pas passer nul en tant que valeur. Et vous ne pouvez pas passer ni nul, ni comme clé, ni comme valeur à la méthode off pour les maps. Et puis dernière petite chose, il n'y a pas de type dédié comme en Guava pour dire set immutable. Donc l'idée c'est plutôt d'essayer d'utiliser une convention de nommage pour arriver au moins à identifier que la collection est immutable. Parce que sinon, voilà, on a un simple set. Alors bien sûr, c'est une collection immuable, si vous invoquez des méthodes qui permettent de modifier, vous aurez une exception au runtime. On a 3 nouvelles méthodes dans la classe optional. Optional, ça cause à tout le monde? Ouais, même ceux qui n'ont pas levé la main pour Java 8. Ok. On a 3 nouvelles méthodes. Une première méthode assez basique, stream, qui nous renvoie un stream, soit de vide s'il n'y a pas d'élément dans notre optional, soit un stream avec l'unique élément de notre optional. Donc généralement on obtient un optional à partir d'un stream, là à partir d'un optional on peut obtenir un stream, pourquoi pas. On a une méthode OR qui attend en paramètre un supplier, et en fait si la valeur est présente, alors elle va nous renvoyer un optional de cette valeur, sinon elle va nous renvoyer l'optional fourni par le supplier. Et dernière méthode, on a une méthode ifPresent or else qui attend en paramètre un consumer et un runnable. Le consumer il va être exécuté s'il y a une valeur, le runnable va être exécuté s'il n'y a pas de valeur dans l'optional. On a aussi 4 nouvelles méthodes dans l'API Stream. Alors les deux premières elles sont complémentaires à limit et skip. Le problème de limit et skip c'est qu'il faut fournir une valeur numérique. Donc il faut définir le nombre d'éléments qu'on veut garder. Maintenant on a 2 méthodes supplémentaires. On a une première méthode qui s'appelle takeWhile qui attend en paramètre un predicate.
et qui va renvoyer des éléments du stream tant que l'évaluation du prédicat est à true. Par contre, dès qu'il passe à false, tous les autres éléments vont être ignorés. Donc ce n'est pas une évaluation sur tous les éléments. Tant qu'il est à true, il y a une évaluation qui est faite, et les éléments sont renvoyés. Dès qu'il passe à false, tous les autres éléments sont ignorés. Et la méthode drop-while, elle fait l'inverse, elle attend aussi un predicate, et en fait elle ignore tous les éléments tant que le prédicat est true, et dès qu'il passe à false, tous les éléments sont pris. Deux petits exemples, un premier qui affiche simplement les chiffres de 0 à 9, et le deuxième qui affiche les chiffres de 10 à 19. Alors bien sûr, attention à leur utilisation dans le cas où les streams ne sont pas ordonnés. Parce que dès que la valeur passe à false, le comportement du take while ou du drop while, il change, il s'inverse et il n'y a plus moyen de le faire rechanger. Le predicate, il n'est pas évalué sur tous les éléments. Sauf s'il y aurait l'évaluation de tous les éléments et à true. Donc c'est plutôt préférable de faire ça sur des strings qui soient ordonnés. Après, ça dépend bien sûr de la condition, hein, mais généralement la condition elle s'appuie sur les éléments. Et encore une fois, dès que la valeur change, hop, ça switch. On a une méthode of nullable, qui est un petit raccourci syntaxique qui va renvoyer simplement un stream avec l'élément ou vide s'il est nul. Alors avant, on pouvait faire ça simplement ici. Si l'élément est nul, je renvoie un stream empty. Sinon, je renvoie un string qui ne contient que l'élément. Tout ça avec un joli opérateur ternaire. Et la dernière méthode qui a été rajoutée, c'est une surcharge à la méthode iterate. La méthode iterate, qu'on la connaît à l'heure d'aujourd'hui, c'est un générateur infini. Donc généralement, il fallait utiliser un limit, ou en tout cas utiliser en fait une opération de type circuiting pour que ça s'arrête. Et bien là, on a une nouvelle surcharge de cette méthode-là qui attend un predicate. Et en fonction de la valeur de ce predicate-là, ça va arrêter la génération des valeurs. Typiquement, en Java 8, on faisait ce genre de choses. Donc là, si je veux afficher en fait les chiffres de 1 à 10, on faisait ce genre de choses. Alors effectivement, on indiquait simplement la valeur initiale, l'opérateur qui nous permet d'incrémenter, ici simplement de 1 en 1, et puis je dis, j'en garde 10. Et bien, on peut faire la même chose avec le predicate maintenant. Alors l'intérêt ici, c'est pas forcément, c'est un petit peu plus verbeux, mais ici on est vraiment sur de l'évaluation de code. Donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut. En tout cas, il faut que ça renvoie un predicate, mais on est libre d'écrire la condition qu'on veut et plus simplement de mettre une valeur ici fixe. Donc ça peut être utile dans certains cas. Et effectivement, ça m'affiche dans les deux cas les valeurs de 1 à 10. Dans la JET 285, ils ont rajouté une nouvelle méthode dans la classe Red qui s'appelle onSpinWait. Alors c'est une méthode qui est vide. Si vous allez voir le code, c'est une méthode qui est vide et qui est annotée avec une annotation un petit peu particulière qui s'appelle addHotspot intrinsic coordinate. L'idée c'est quoi? C'est de se dire, à un moment donné, cette méthode-là, quand elle va être compilée, le compilateur va pouvoir éventuellement faire un certain nombre d'optimisations pour réduire la consommation CPU. Parce que finalement, quand on fait des threads, on est souvent en train d'attendre dans des threads un certain nombre de choses, des points de synchronisation, certains événements. Et bien ces événements-là, ils nous coûtent de la CPU. Ces threads-là, ils ne font pas rien. Périodiquement, ils vont vérifier si l'événement est là, si tout est fait. Et finalement, ça consomme de la CPU. Donc là, l'idée avec cette méthode, c'est de réduire en fait la consommation CPU dans les boucles d'attente dans des threads. Comment ça marche? En fait, il va falloir attendre la compilation C2. Alors, vous savez que dans un JIT, il y a deux niveaux de compilation. Il y a un niveau simple, et puis après, il y a des niveaux optimisés. En plus, ça peut passer plusieurs fois. Et bien, une fois qu'on arrive dans ce niveau optimisé, à un moment donné, sur une hotspot, parce que je ne sais pas du tout si les autres vont le faire, mais en tout cas, sur une hotspot, il va directement ajouter des instructions assembleur s'il y a des instructions dédiées pour le processeur. Ce qui est par exemple le cas sur Intel x86. Il y a une instruction assembleur pause qui peut être utilisée, et du coup, ça va optimiser la consommation CPU dans les boucles d'attente sur les threads. Alors bien sûr, ça ne marche pas dans tous les cas. Il faut être sur une hotspot et en plus sur une architecture qui a des instructions dédiées. Il n'empêche qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est déjà utilisée dans plusieurs implémentations des classes du JDK, notamment Phaser, StampedLock et Synchronous Queue. On a des mises à jour dans les outils du JDK. La première, c'est qu'ils ont réorganisé la structure des répertoires et des fichiers du JDK et du JRE. Avant Java 9, donc Java 8 et en dessous, on avait un JDK qui contenait un JRE dans un sous-répertoire JRE. On avait aussi certaines commandes qui étaient dupliquées, qui étaient dans les deux. D'accord? Et puis bien sûr, comme on n'avait encore pas les modules, on avait un certain nombre de fichiers jar dans deux parties. Une partie, notamment le rt.jar dans le JRE lib,
Et puis quand on avait besoin un petit peu d'outils pour faire du parsing, pour faire de la compilation, on avait le célèbre tools.jar qui était dans le JDK lib. Avec Java 9, on n'a plus de distinction JDK-JRE. Alors attention, encore une fois, en termes de structure et d'organisation, il y a toujours un téléchargement d'un JDK, il y a toujours un téléchargement d'un JRE, ça reste. Mais par contre, l'organisation des fichiers a été remise à plat. C'est la même maintenant. Notamment, on va retrouver un répertoire bin qui contient des outils. Alors bien sûr, dans le cas du JDK, on aura le compilateur, on aura un certain nombre d'outils. Et puis on aura aussi la JVM. On a toujours un répertoire conf avec un certain nombre de fichiers de configuration. On a lib parce qu'il y a encore certains jars. Et puis on a le répertoire Jmod pour les modules. Mais maintenant, on a un aplanissement, c'est la même structure, la même organisation de répertoire et de fichiers pour le JDK et le JRE. Alors, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été retirés, notamment le mécanisme endorse, qui permettait notamment de remplacer certaines versions des API fournies en standard. L'exemple typique, c'est JAXB. Généralement, quand vous voulez remplacer une version de JAXB, comme elle est fournie directement avec Java SE, si vous voulez mettre une nouvelle version, il fallait utiliser ce mécanisme endorse qui maintenant est deprecated. Et puis il y avait aussi un mécanisme d'extension où on pouvait mettre un certain nombre de jars dans /lib/ext, c'est aussi supprimé, puisque maintenant ces mécanismes-là, avec les modules, ils sont induits nativement, je dirais. Et bien sûr, les fichiers, alors pas tous, mais une bonne partie des fichiers, en tout cas les principaux, le rt.jar, le tools.jar sont retirés, plus un certain nombre d'autres. Il y en a encore quelques-uns. Quelque chose aussi qui va vraiment être sympa, si vous regardez les options des outils en ligne de commande des outils Java, c'est tout sauf homogène. Il n'y a que des particularités. Quand on a des options, il faut toujours aller voir la doc parce que c'est pas du tout homogène. Alors on a des versions longues, des versions courtes pour ces options. Dans ces versions longues, elles utilisent soit un tiret, soit un double tiret, soit avec un tiret pour séparer chaque mot, soit pas du tout. Sur les options courtes, c'est soit une lettre, soit plusieurs lettres, au moins deux. La façon dont on précise les valeurs, c'est aussi parfois un peu bizarre. Des fois, il y a un égal, des fois, c'est un espace. Et puis, le comble du comble, c'est que quand bien même vous voulez avoir l'aide sur une commande, c'est jamais la même. D'accord ? Donc, l'idée de cette JEP 293, c'est d'harmoniser un petit peu les nouvelles options avec une syntaxe inspirée du style GNU. Donc, sensible à la casse. Les options longues commencent forcément par un tiret-tiret. Chaque mot est séparé par un tiret. La valeur est séparée par un espace ou un égal, ce qui donne par exemple, quand on veut définir le module pass, c'est tiret-module-pass, espace, et les différents chemins que vous pouvez être amené à utiliser pour rechercher vos modules. Au niveau de l'option courte, c'est forcément un seul caractère qui commence par un seul tiret, qui peuvent être regroupés. Au lieu de faire -e-a, on peut faire -ea. Et dans ce cas-là, la valeur est séparée par un espace où elle peut suivre directement le nom de l'option. Et puis, quand on veut fournir plusieurs valeurs, c'est toujours la virgule qui est utilisée, sauf dans le cas des fichiers et des répertoires, où là, on a toujours le point-virgule sous Windows et les deux points sur les autres systèmes. Alors, pour des questions de compatibilité, les anciennes options restent. Et puis, il y a toujours les cas que chaque outil devra gérer à la main, où il y a des conflits. Notamment, une fois qu'on fait ça, on pourrait imaginer que si le compilateur il veut une option "-c" et "-p", l'option "-cp", il l'a déjà. C'est qu'un raccourci. Donc là, il faudra que chaque outil gère un petit peu comment il fait ça. Donc ça, c'est des recommandations. Et c'est des recommandations qui devraient être appliquées normalement qui est déjà appliquée en Java 9, et puis dans les prochaines versions des outils. Donc au moins, on devrait avoir une certaine homogénéité, sachant que les anciennes options restent. On a aussi certaines options, certaines combinaisons de garbage collector qui sont supprimées. Alors, elles sont déjà déprécédées dans Java 8. Et bien là, elles sont purement et simplement supprimées. Mais enfin, je pense qu'il n'y a plus personne qui utilise cela. Il y en a encore 4 autres. Tous ceux-ci, je pense qu'on ne les utilise plus. Donc ça ne va pas être un mal. Quelque chose aussi, avec la JEP 182, ils ont défini maintenant une politique pour arriver à définir avec quelle version de Java on peut compiler avec une certaine version du JDK. Donc typiquement en Java 8, on a tout à fait la possibilité de compiler avec d'anciennes versions, et même de très anciennes versions. Par exemple, ce code, il se compile très bien en Java 8. Il se compile plus depuis Java 3, enfin Java 1.3. Pourquoi ? Bah ouais, la cert, c'est un mot-clé. Il n'empêche qu'on peut quand même le compiler en Java 8. D'accord ? Alors par quelle magie on fait ça ? On lui disait, écoute, compilateur Java 8, moi ce que j'ai, je veux que tu me compiles ça en 1.3. Et ça marchait très bien.
Bon, on avait un petit warning quand même qui nous disait attention, t'es en train de faire des choses mal. Mais comme on compile en 1.3, il n'y a pas de souci. D'accord? Bah maintenant on peut plus. Maintenant on peut plus parce que la politique c'est de dire, bon, on supporte bien sûr la version courante, ça c'est évident, mais ils ne vont supporter que les 3 dernières versions. 3 versions précédentes. Donc sur Java 9, ah pardon, si on compile, on va pouvoir préciser ici avec "source" et "target" quelle est la version de Java qu'on veut cibler. Donc là typiquement, même si je suis en Java 9, je compile en Java 8. Il faut remarquer au passage que je suis quand même obligé de lui préciser le rt.java. Parce que Java 8 c'est pas traité avec les modules. Donc du coup, en Java 9, on s'est compilé forcément en 9, en 8, en 7 et en 6 avec des warnings. Avec des warnings parce qu'il dit attention, c'est quand même une vieille version, dans la prochaine version forcément, puisqu'on n'en garde plus que 3, on ne saura plus compiler. La version de Java 10 ne sera plus compilée du Java 6. Ou en Java 6 en tout cas. Ah oui, ça devient plus... Ouais, oui. Pour la maintenance des vieilles applications, ça va être compliqué ça. Il faut vivre avec son temps. Non, ouais, je suis d'accord, mais enfin... Je dis pas, mais enfin, ouais. il y a encore non, mais attention, des endroits où il y a des... Oui, mais dans ces cas-là, tu gardes un JDK 1.4 puis tu compiles en 1.4. La seule chose que tu pourras pas faire, c'est compiler en 1.4 avec du Java 8. Ça, tu pourras pas. Ça veut dire que j'ai des endroits où on a des machines de prod avec des vieux Java, ouais. On ne pourra pas les builder sur une autre machine. Parce que peut-être qu'on ne trouvera pas un JDK vieux pour cette machine. Ouais. C'est contraignant, quoi. Ouais, ça implique une contrainte supplémentaire. Bon, après, encore une fois, tu as encore toujours la possibilité d'avoir un vieux JDK. C'est normal. Non, sur l'évolution, c'est normal. Mais après, honnêtement, enfin, moi je sais pourquoi ils font ça. Hein. Le compilateur, c'est une usine à gaz. Hein. Je vous le dis pas, mais il y a plein d'options aussi qui ont sauté. Parce que voilà, il était immaintenable maintenant le compilateur. S'il faut que tu gardes quasiment pouvoir compiler jusque du Java 1.1, enfin à un moment donné, ils n'arrivaient plus à faire évoluer les choses sans avoir à gérer tout cet historique. Donc forcément, moi ça me choque pas trop. Tu sais, par un moment donné, il y avait même, quand tu installais un Java 8, il te désinstallait les autres, tout au début. Si tu installais Java 8 tout au début, il désinstallait 7, 6, enfin tout ce que tu avais. Et là, tout le monde a râlé en disant bah non, parce qu'encore une fois, tout le monde ne passe pas forcément. Et puis, tu as envie d'installer un JDK pour essayer, pour voir. Tu n'as peut-être pas envie que tes anciennes applis, elles ne tournent plus. Hein. D'accord ? En tout cas, voilà, à partir de Java 9, maintenant, on ne pourra plus compiler que, en tout cas, en dessous de Java 6, on ne pourra plus faire. Mais du code déjà compilé pour aller t'exécuter ? Oui. Ou pas. C'est pas l'objet de la presse, mais avec les modules, ça va être très compliqué. Alors bien sûr, il y aura toujours un ClassPass pour l'instant. D'accord, donc tu pourras très bien les mettre dans le ClassPass. Mais il n'empêche que le JDK est déjà modulaire. D'accord, donc il y a certaines choses dans ton code, par exemple, si tu utilises déjà des Sun and Safe, ça c'est mort. Tu n'arriveras pas, par exemple. Alors, le Sun and Safe, certaines tu pourras encore. Mais il y a certaines fonctionnalités, si tu as vraiment, si tu as un Hello World ou si tu as du code vraiment propre, ça devrait marcher. Mais comme la plupart du temps, et puis la problématique, ça va pas être ton code, ça va être tes dépendances. Là, il va y avoir de vrais problèmes. Parce qu'il va falloir attendre que toutes tes dépendances, et les dépendances de ces dépendances, et là, merci Maven, vous voyez votre ClassPass là, où il y a 200 jars, mais il va falloir attendre que tous ces jars-là soient modulaires. Ah ouais, dit comme ça, c'est... Et là, le problème, bon, c'est pas l'objet de ma presse, hein, mais pour des questions de visibilité, en plus tous les frameworks maintenant, ils abusent de pouvoir accéder à des variables privées. Maintenant, tu peux plus. Plus directement. Il faut qu'il soit modulaire, et s'il est modulaire, il faut l'autoriser à pouvoir faire ça. Si on peut déjà plus accéder à des classes publiques, c'est encore moins pour pouvoir accéder à des classes privées, quand bien même tu as une API qui dit bon, moi l'accessibilité, je me sois dessus. Donc avec les modules, on va avoir quelque chose de très très fort, un nouveau niveau de visibilité, en plus qui sera pas expressif puisqu'il n'y a pas un mot-clé, hein, tu continueras à déclarer des classes publiques, sauf que je te laisse imaginer que maintenant, si la classe publique auquel tu fais référence est dans un autre module, bah c'est mort. Alors ils ont introduit un système de compatibilité où tu pourras mixer ClassPass et module, mais ça je pense que ça va être plus d'ennui qu'autre chose. Mais voilà, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire un Big Bang. Et les plus optimistes, ils pensent qu'il faudra entre 4 et 6 ans pour arriver à rendre tout. Et encore quand on dit tout, les principales API. Alors bien sûr, hein, Spring, Hibernate, ils le sont déjà, hein, d'accord ?
Mais il y a toutes les autres. Les petits trucs qu'on utilise, la petite API qui parse je sais pas quoi, qui est la seule au monde à faire ça et qui a plus de mainteneur depuis 10 ans. Ah bah ça fait sourire, mais quand... Non, ça fait pas sourire du tout. ça vous fera moins sourire quand... Moi, j'en utilise plusieurs des comme ça et ça fait pas sourire du tout. C'est... Ouais, bon, c'est pas l'objet de la presse, mais ouais, je pense que Java 8 a laissé un très bon souvenir, enfin globalement. Je pense que Java 9 il va laisser un souvenir plus amer. Beaucoup plus amer. Mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est... Alors après, bon, c'est pareil, c'est pas l'objet de la presse, mais... Il faut savoir que la version là qu'on a, alors tout le monde s'en plaint, hein, parce que finalement, on gère des modules, mais sans numéro de version, enfin sans numéro de version en interne. Quand on dit j'ai besoin d'un module, on ne dit pas j'ai besoin d'un module de telle version. Alors déjà, hein, gérer des modules sans le numéro de version, mais voilà, il faut aussi comprendre qu'ils ont eu des concessions à faire pour la compatibilité. Et pour déjà, avec toutes les concessions qu'ils ont faites, on est déjà sur quelque chose qui va pas se passer trop bien. Ils auraient pas pu faire, bon bah allez, on casse tout, enfin on casse tout. Il faut que tout le monde migre en même temps, parce que c'est ça la problématique. Hein. Le JDK c'est fait. Bon. Nous, ok, on devra rajouter un fichier dans nos jars, et puis écrire 2-3 petites phrases dedans, et puis ça devra passer plus ou moins. Bon après il faudra faire 50 essais ou 500 000 essais pour arriver à régler tout. Mais après il y a les dépendances, et les dépendances de dépendances. Et là ça va être très compliqué par contre. C'est là où ça va vraiment poser des problèmes. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il y a Oracle qui pousse, notamment Maven, à dire, bah écoute, ça serait super bien que tous les jars que tu envoies, tu nous les modularises. Parce que finalement, un jar modulaire, c'est qu'un jar avec un fichier dedans. Un module-info.class qu'on ne peut pas compiler nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas mettre de tiret dans un nom de classe. D'accord ? Donc ce qu'il voudrait bien, c'est qu'en fait, il y ait un module-info.class qui soit rajouté par défaut. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver un nom. De préférence unique. À chaque module. Et là, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. D'autant qu'encore une fois, dans le nom du module, il n'y a pas la version. Mais bon. Avec les modules, on va souffrir. Bon, c'est pas encore pour demain, enfin si, c'est pour le mois de juillet. Bon après, en prod, il y en a encore qui font du 1.2, 1.3, donc Java 9 c'est très loin, mais ouais non, ça a vraiment des vraies problématiques ça. Hein. Des vraies problématiques. Maintenant, le problème des modules, c'est que soit ils arrivent trop tôt, soit trop tard. Pour moi, on en a eu besoin, enfin moi j'en aurais eu besoin il y a très longtemps quand je faisais du Java ME. D'accord, c'est à ce moment-là où j'en aurais eu besoin. Et puis maintenant, alors après, je peux toujours dire, bon, peut-être que maintenant j'en ai pas besoin, mais on en a quand même besoin, parce qu'on a l'IoT qui arrive. On commence à faire aussi de plus en plus de choses dans le cloud. Donc quand il faut déployer 200 applications de 400 mégas, parce que c'est à peu près la taille d'une image Docker, hein, quand il y a un conteneur, il y a un JDK, il y a un conteneur, plus l'application, ça fait entre 300 et 400 mégas, on essaie d'optimiser un peu tout le truc hein, quand même. Quand on diffuse ça sur 100 nœuds dans le cluster, il y a tout de suite des gigas qui passent sur le réseau là. Hein. Donc l'idée quand même de tout ça, alors c'est pas la seule, hein, c'est pas la seule, mais c'est déjà de réduire la taille du JDK, parce qu'on sera capable de faire des JDK avec juste ce dont on a besoin. Pour quelqu'un au demeurant très brillant qui fait de l'XML, je pense pas que Swing il en ait besoin. Par exemple. De quoi ? Swing. Si tu fais vraiment que du parsing XML, tu as besoin de Corba, mais tu en as aussi. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 60 mégas de rt.jar qui viennent et on a tout ça à notre dispo. D'accord ? Plus après d'autres problématiques aussi. Hein, ce qui va nous embêter, on a reproché certaines choses en termes de sécurité au niveau de Java, les modules vont contribuer à cette sécurité-là. Avant, la problématique, c'est qu'une fois qu'une classe était publique, tout le monde pouvait y accéder. Donc si on arrivait à rentrer par cette classe-là, on avait accès à tout. Là, maintenant, il va y avoir des portes intermédiaires. Ah, bien sûr, hein, c'est comme tout, hein, dès qu'on rajoute de la sécurité, on ajoute des contraintes. Hein. Les gens veulent de la sécurité, mais ne veulent pas de contraintes. Ah, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc il faudra qu'on compose avec ça. Alors c'est vrai que il va falloir qu'on rompe un petit peu avec aussi peut-être certaines mauvaises habitudes, hein, mais toutes les classes publiques, alors des fois on n'avait pas le choix. Hein. On n'avait pas le choix parce que finalement quand on regarde les niveaux de visibilité, on est limité. Hein. On est très limité. C'est tout le monde ou le package. Sauf que des fois, donc c'est simple, c'est soit tout le monde, soit la famille. Ouais, mais des fois on voudrait que ce soit des amis aussi. Bah ouais. Le friend a toujours manqué en Java. Ouais. Il n'est pas exempt de défaut non plus. Hein, je suis d'accord. Surtout 20 ans après, bon voilà. Bon, fin de la parenthèse. On va en discuter après si vous voulez.
Donc ouais, du coup, on pourra plus faire ça. Par contre, on a aussi maintenant une option qui s'appelle "-release n", qui va nous permettre de directement, au lieu de préciser "-source-target", parce que généralement c'est la même chose, on peut faire directement "-release" et n et fournir une option. Alors on verra que ça peut paraître complètement anodin ça, mais ça n'est pas tant que ça en fait. Ça n'est pas tant que ça, parce qu'on a cette notion là maintenant. On a les MR-jar, les multi-release jar files. Avant Java 9, quand on voulait compiler pour une version de Java, on était obligé de le compiler et de créer un jar spécifique. Essentiellement pour des questions de compatibilité. Ou alors après on faisait comme Spring, on compilait tout en Java 6. Donc ça arrive à marcher en Java 6, en Java 7, en Java 8. Et toutes les bidouilles qu'ils sont obligés de faire pour arriver quand même à tenir compte d'optional par exemple. D'accord ? Et bien là on va avoir la possibilité, donc ah oui, si on fait un jar, bon classique, hein, on a la racine du jar, on a éventuellement une arborescence avec nos nom package, on y retrouve nos points classes, peut-être des fichiers des ressources, des properties, des images, un certain nombre de choses, et puis un répertoire particulier, un meta-inf, qui contient éventuellement un fichier manifest.mf qui peut fournir certaines métadonnées. Tout ça dans un gros zip. Et bien à partir de Java 9, un jar va pouvoir contenir plusieurs points classes d'une même classe compilés pour différentes versions du JDK. Donc la version courante doit être à la racine, les autres versions doivent être dans un sous-répertoire version de meta-inf, et le n c'est la version de Java qu'on va vouloir utiliser. Donc typiquement, si je reprends le même exemple, alors on considère que c'est compilé ici en Java 8, je pourrais très bien ici fournir une implémentation de ma classe pour Java 9 et une implémentation de ma classe pour Java 10. L'intérêt de ça, c'est que dans le même jar, on va pouvoir anticiper les sorties de Java. Notamment, c'est les problématiques qu'ont certains outils à l'heure